Les employés de cette entreprise n'avaient pas besoin d'aide pour surmonter la mort d'un collègue. Ils avaient besoin d'aide pour survivre les uns aux autres. En partant, Jean-Claude jeta un dernier regard vers le photocopieur. La place était libre. Partie 2. Le théâtre des ombres. Chapitre 4. La première impression. L'arrivée d'un nouveau visage dans le paysage immuable de l'étage était un événement sismique. Thierry Louvier, du service import-export, apparut un lundi matin et avant même qu'il ait pu atteindre la machine à café, son procès avait déjà eu lieu. Il fut d'abord une silhouette observée à travers les cloisons vitrées, une démarche, une coupe de cheveux, un choix vestimentaire. Chaque détail était passé au crible, interprété, jugé. C'est Maëva qui porta le premier coup lors d'une conversation à voix basse avec Jeanne Bignon près du distributeur. Jeanne, la secrétaire de direction, était une femme dont la douceur apparente masquait une lassitude profonde. Elle avait vu défiler les modes, les réorganisations et les nouveaux collègues, et portait sur le monde un regard d'une infinie patience ou d'une infinie résignation. « Tu as vu le nouveau, Louvier » commença Maëva, le ton léger mais l'intention acérée. « Je l'ai croisé dans le couloir » répondit Jeanne. « Ça m'a l'air d'être un sacré con, celui-là » décréta Maëva. La phrase, gratuite et définitive, flotta un instant dans l'air. Elle n'était pas basée sur une interaction, une parole, un geste. Elle était une pure création, un acte de défense préventive. L'inconnu était une menace pour l'équilibre précaire du groupe et le moyen le plus simple de le neutraliser était de lui coller une étiquette avant même qu'il ait pu se présenter. C'était une façon de réaffirmer son propre statut, sa propre appartenance en désignant l'autre comme un paria potentiel. « Pourquoi tu dis ça ?» demanda Jeanne, sans grande conviction. « Mais parce que c'est toujours la première impression qui compte » expliqua Maëva avec l'assurance d'une psychologue chevronnée. « Et c'est une fille qui fait du contact client qui te parle. » Elle s'érigeait en expert des relations humaines, capable de sonder les âmes d'un simple regard. Ce jugement hâtif était son super pouvoir, sa contribution à la dynamique sociale de l'étage. Leur propre apparence était une part essentielle de ce jeu de pouvoir. C'était le début des années 2000, une décennie de transition stylistique. Maëva portait un jean taille basse, si bas qu'il fallait une vigilance de tous les instants pour éviter l'incident diplomatique, associé à un petit haut moulant qui mettait en valeur une silhouette entretenue à grand renfort de régime. Jeanne, plus classique, avait opté pour un pantalon droit et un chemisier, mais même elle n'échappait pas à la tendance, avec un délavage de Jeanne un peu trop prononcé, un peu trop daté. Leurs vêtements étaient une armure, un uniforme qui signalait leur adhésion au code de l'époque, une tentative désespérée de rester dans la course, de ne pas finir comme le pauvre monsieur Manguin, obsolète et oublié. Les accessoires étaient cruciaux, de grandes créoles pour Maëva, un petit sac baguette pour Jeanne, des ceintures à grosses boucles qui ne ceinturaient rien, mais attiraient le regard. Chaque choix était une affirmation. Je suis là, je suis visible, je suis pertinente. Leur conversation fut interrompue par l'arrivée d'Hervé qui se servit un café en les ignorant superbement. Il était plongé dans la lecture d'un article sur la crise du syndicalisme, son visage plissé par la concentration. Il méprisait ses bavardages futiles, ses jugements de surface. Lui s'intéressait aux structures, aux systèmes, aux grandes forces qui régissaient leur monde. Pourtant, à sa manière, il participait au même rituel. Son dédain était sa propre façon de se positionner, de se distinguer de la masse. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'open space, Thierry Louvier s'installait à son nouveau bureau. Il sentait des regards peser sur lui, mais il ne pouvait en identifier la source. Il était comme un animal introduit dans un nouvel enclos, flairant l'air, essayant de comprendre les règles invisibles de ce territoire hostile. Il ne le savait pas encore, mais sa première journée était déjà un échec. La première impression, comme l'avait dit Maëva, était faite et elle était mauvaise. Chapitre 5. La rumeur. L'ennui est un puissant carburant pour la cruauté. Dans la monotonie des jours qui s'étirent, rythmée par le cliquetis des claviers et la sonnerie des téléphones, la vie des autres devient le seul spectacle disponible. Et lorsque la vie des autres est aussi terne que la sienne, il faut bien l'embellir un peu, y ajouter du drame, de la passion, du sexe. La rumeur naquit de rien. Une conversation anodine entre Jeanne et le nouveau Thierry Louvier près de la machine à café. Il lui avait demandé un renseignement. Elle lui avait répondu avec un sourire. Il y avait eu un contact visuel un peu plus long que la norme, une seconde de flottement où deux solitudes s'étaient reconnues. Pour Jeanne, c'était un instant de chaleur dans une journée froide, un simple rappel qu'elle était encore une femme et non juste une fonction. Mais Maëva, qui observait la scène de loin, y vit tout autre chose. Elle vit une brèche, une opportunité. Plus tard dans la journée, elle rejoignit Hervé, qui lisait ostensiblement un roman russe sous-titré, un près du ciné, club qu'il dirigeait d'une main de fer. « Dis donc, commença-t-elle, entre Jeanne et Louvier, ça colle dur, non ?» Hervé leva à peine les yeux. « Ah bon? Attends, il est arrivé ce matin. Je lui ai touché 2 mots sur lui, comme quoi je le trouvais sapé comme un clou. J'ai cru qu'elle allait me tuer. » Elle qui dit toujours qu'elle attend le 2e rendez-vous pour faire la chose, eh bien, on va dire qu'elle a arraché les pages de son agenda, cette pute. Elle ajouta aussitôt avec un petit rire pincé, « Enfin, cette pute, c'est affectueux, hein? »
Cette précision affectueuse était peu être la chose la plus perverse de toute la conversation. Elle donnait à l'insulte une patine de familiarité, de complicité, la transformant en une violence intime, une violence entre amis. Hervé, pour sa part, ne releva pas. La vie sentimentale de ses collègues l'intéressait peu, sauf si elle pouvait servir ses propres intérêts syndicaux ou politiques. Pourtant, la graine était plantée. La rumeur commença à se propager, discrète d'abord, puis de plus en plus audacieuse. Elle se nourrissait de l'imaginaire collectif de l'étage, un imaginaire façonné par les frustrations de chacun. Ils projetaient sur Jeanne leurs propres désirs inassouvis, leurs propres transgressions fantasmées. Elle devenait l'héroïne, malgré elle, d'un roman de gare, une version de bureau de la vie sexuelle de Mademoiselle Eva, ce best-seller érotique qui circulait sous le manteau et dont tout le monde parlait. Ce livre était devenu un étrange miroir de leur réalité. Il se murmurait que l'auteur anonyme s'était inspiré des employés de la boîte. Le jardinier viril, c'était André le chauffeur. Le séminariste puceau, c'était Sylvain le comptable. Et le marquis libertin, c'était Jean-Guy, le DRH. Dans ce jeu de devinettes, chacun se cherchait, se fantasmait, se réinventait une vie plus excitante. Le livre brouillait les frontières entre la fiction et la réalité, transformant leurs collègues en personnages, leurs interactions banales en prélude à des scènes torrides. La rumeur concernant Jeanne et Louvier s'inscrivait parfaitement dans ce cadre. Elle était trop belle pour ne pas être vraie. Elle donnait un peu de piment à la journée, un sujet de conversation plus intéressant que les chiffres de vente ou les problèmes d'imprimante. Le récit se déplaça alors vers Jeanne, seule à son bureau. Elle sentait le changement d'atmosphère, les regards qui s'attardaient sur elle, les chuchotements qui cessaient à son approche. Elle ne comprenait pas. Elle avait simplement été aimable avec un nouveau. Elle repensait à leur brève conversation. Il avait des yeux fatigués, mais un sourire sincère. Il lui avait parlé de son ancien poste, de son déménagement, rien de plus. Mais dans l'aquarium de l'open space, chaque geste était surinterprété, chaque parole déformée. Elle était devenue une histoire que les autres se racontaient pour tromper leur propre ennui. Elle se sentit soudain terriblement seule, exposée sous les néons comme un spécimen sous un microscope. La gentillesse, comprit-elle avec une tristesse infinie, était une faiblesse dans ce monde. Une faiblesse que les autres ne manqueraient pas d'exploiter. Chapitre 6. Le couteau dans le dos. La confrontation eut lieu le lendemain, à la même heure, au même endroit. Le destin dans les bureaux a le sens de la mise en scène. Thierry Louvier, le visage fermé, attendait Maëva près de la machine à café. Il avait passé une nuit blanche, ressassant l'humiliation. Jeanne, mortifiée, lui avait tout raconté, non pas par méchanceté, mais par une sorte de loyauté désespérée envers la vérité. « Bonjour », dit Louvier d'une voix blanche lorsque Maëva arriva. « Il paraît que vous me trouvez con. » Maëva sursauta. Prise au dépourvu, elle tenta la dénégation. « Mais je ne vous connais pas, comment pourrais-je dire une chose pareille ?» Son sourire était une grimace de panique. « C'est Jeanne qui me l'a dit, trancha Louvier. » Le nom de Jeanne fit basculer Maëva de la défensive à l'offensive. La meilleure défense, c'est l'attaque. « Ah, Jeanne, elle est un peu simplette, vous savez. » Faut pas faire attention. Mais Louvier n'était pas là pour débattre de la psychologie de Jeanne. Il était là pour rétablir son honneur, ou du moins ce qu'il en restait. Il s'approcha de Maëva, son corps tendu. « Écoutez-moi bien, dit-il, sa voix basse et menaçante. Je suis ceinture noire, 5e dan d'aïkido. Je fais de la boxe thaï. Et en plus, je suis susceptible. J'entends encore une seule rumeur à mon sujet et je vous explose. Je vous désintègre. » La menace physique, bien que probablement théâtrale, fit son effet. Maëva recula d'un pas. Ce n'était plus un jeu. Les mots avaient des conséquences. Elle cherchait une issue, une porte de sortie, lorsque la porte de l'ascenseur s'ouvrit sur Jeanne. L'arrivée de Jeanne fut le catalyseur du drame. Elle vit la tension sur les visages, comprit immédiatement qu'elle était au centre de la tempête. Elle tenta de désamorcer la situation avec une banalité. « Bonjour, vous êtes Thierry Louvier, je crois, non? » C'est à ce moment que l'instinct de survie de Maëva, affûté par des années de micro-conflits de bureau, prit le dessus. La peur est une conseillère impitoyable. Elle vit une seule issue, le sacrifice. « Jeanne, dit-elle d'une voix soudainement forte et claire, comme si elle prenait tout le monde à témoin. Je suis au courant pour toi et monsieur. Tu m'excuses, mais je ne peux plus te couvrir. » Elle se tourna vers Louvier, le visage empreint d'une fausse sincérité. « C'est elle qui m'a dit que vous aviez couché ensemble. » Le silence qui suivit fut absolu, un silence de fin du monde. Jeanne resta figée, la bouche entr'ouverte, incapable de formuler une syllabe. Le mensonge était si énorme, si monstrueux qu'il en devenait presque crédible. Louvier, déstabilisé, se tourna vers Jeanne, un doute dans le regard. La trahison était complète. Maëva avait non seulement sacrifié Jeanne pour sauver sa propre peau, mais elle l'avait fait de la manière la plus cruelle qui soit, en utilisant la rumeur qu'elle avait elle-même créée et en la transformant en une accusation directe. C'était un coup de maître de la manipulation, un chef-d'œuvre de la lâcheté. « Ne bouge pas, murmura Maëva à Jeanne. Comme pour la consoler, je vais chercher du secours. » Et elle s'éclipsa, laissant Jeanne seule face à Louvier, seule face à la ruine de sa réputation, seule dans le silence assourdissant de l'espace détente.
Plus tard, Maeva tenta de se justifier